Let go your superstitions and your silly conspiracy theories. This is real, goddammit. This is real and you are part of it, whether or not you accept it. You are part of it. Oh, you lazy masses arrive. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Auteur de violences sexuelles derrière le masque. Je m'appelle Aurane Bayard, je suis psychologue clinicienne et psychocriminologue. Je vous invite ici à me suivre dans mes analyses sur les profils d'auteurs de violences sexuelles. Vous écoutez le premier épisode intitulé L'observateur opportuniste. Alors c'est parti, on démarre tout de suite. Comme convenu, je démarre ce podcast par la lecture d'une situation. C'est un résumé du récit que m'a partagé la victime. Nous sommes un jour de juillet 2014, quelque part en France. Un week-end, une jeune femme est invitée parmi une trentaine de personnes pour un anniversaire dans un gîte. Elle a 28 ans et elle revient déguisée d'un rallye vélo. Elle est vêtue dans un style romantique champêtre. Elle porte une robe rose, un collier à fleurs et un chapeau de paille. L'âge moyen des invités, tous d'un niveau social plutôt favorisé, se situe entre 25 et 30 ans. Au cours de la première journée, elle aperçoit parmi d'autres, et sans lui porter aucune attention particulière, un des invités. C'est un jeune homme aux attitudes séductrices, vêtu dans un style soigné, plutôt classique, en polo et short en jean. La jeune femme ne voit pas si lui la remarque. Ils n'ont jamais discuté ensemble, ni avant, ni après les faits. Dans la soirée de ce premier jour, alors que tout le monde est à l'extérieur, la jeune femme rejoint seule la cuisine pour y prendre un verre d'eau. L'homme la suit jusqu'à la rattraper d'un pas décidé. Sans rien dire, il la plaque sur le plan de travail et tente de la pénétrer avec son sexe sans y parvenir. Alors, il l'entraîne au sol. La victime ne se souvient pas si l'homme a tenté de l'embrasser ni comment il l'a déshabillée, mais elle se retrouve au sol, dénudée sous la ceinture. L'homme la pénètre vaginalement avec son sexe, sans préservatif, jusqu'à éjaculation. Il repart ensuite en abandonnant la victime en état de choc et va rejoindre les autres invités à l'extérieur, comme si de rien n'était. Toute la scène n'a duré qu'entre 5 à 10 minutes. La victime finit le week-end dans la peur. Elle fuit la présence de l'homme et les situations où elle risquerait de se trouver isolée. L'agresseur, quant à lui, reste le même sur toute la durée du séjour. A priori, il n'a rapporté à personne l'épisode du viol qui s'est déroulé dans la cuisine, comme cela est ressorti lors du dépôt de plainte 10 ans après les faits. Comme vous l'aurez remarqué, le récit reprend les détails vestimentaires. Parfois, ces derniers ont un sens pour l'auteur des violences, dans ses représentations, dans ses sources d'excitation. Ils permettent aussi, d'autres fois, de comprendre certaines contraintes dans le passage à l'acte. Mais en aucun cas ces éléments n'atténuent la responsabilité criminelle de l'agresseur, ni ne chargent la victime d'une quelconque responsabilité. L'intention du viol appartient toujours tout entière à l'auteur. Venons-en maintenant à l'analyse. L'une des caractéristiques assez spécifiques dans ce cas, c'est le peu de détails descriptifs qui sont fournis sur le passage à l'acte lui-même. Par exemple, quand j'ai questionné la jeune femme sur le moment où l'homme a tenté de la pénétrer sur le plan de travail, elle ne pouvait pas me dire s'il lui avait retiré sa culotte avant ou pas. Beaucoup d'éléments de ce type pourraient paraître manquants dans le descriptif et pourtant non. Cet aspect elliptique de la narration nous en dit déjà long sur l'auteur. Mais encore un peu de patience, je vais vous expliquer tout ça plus en détail. Pour commencer, il semble dominer chez cet agresseur deux préoccupations. Ne pas se faire prendre et préserver l'image qu'il veut donner de lui. Observons d'abord le mode d'approche. Ici, il y a un moyen utilisé, sans doute le plus distancié d'entre tous, c'est l'observation. En effet, dans son approche, l'agresseur ne crée aucun contact avec la victime. On peut imaginer qu'il a pu remarquer plusieurs jeunes femmes et attendre le moment opportun concernant l'une ou l'autre.
Ou peut-être n'a-t-il remarqué que la victime et l'aurait suivie à distance, ou alors, peut-être encore, a-t-il surveillé l'entrée de la maison, prêt à saisir toute occasion où une jeune femme y entrerait seule. Ainsi, en restant à distance de sa victime, l'auteur nous dévoile que si l'intention du viol est bien là, son passage à l'acte, lui, nécessite un contexte favorable exigeant. C'est-à-dire que cet auteur me semble dans son agir facilement capable de renoncer à une victime, quand bien même il l'aurait ciblée bien spécifiquement, tandis que sur le contexte propice à l'agression, il est très exigeant. Cet aspect me semble donc occuper une place importante dans le déclenchement du passage à l'acte. Sa logique pourrait être elle ou elle, si elle se retrouve seule, ou rien. Je vous propose maintenant de nous pencher sur le mode opératoire. En psychocriminologie, il correspond à un ensemble de comportements que va adopter une personne dans le but d'atteindre son objectif. Ici, c'est une atteinte sexuelle. Cela en fonction du contexte et de ses motivations. Il est important d'avoir bien en tête que le mode opératoire peut varier d'un passage à l'acte à l'autre si le contexte et l'intention de l'auteur diffèrent. C'est-à-dire qu'il faut distinguer le mode opératoire de la gratification sexuelle qui, elle, correspond davantage à une sorte de gain pour l'auteur. C'est ce qui motive et qui donne du sens à son passage à l'acte. Mais nous en reparlerons. Dans ce cas, parmi les caractéristiques du mode opératoire, on remarque tout de suite qu'il n'y a pas de rencontre ni de contact entre lui et la victime. Pas de tentative d'influence pour faciliter le passage à l'acte non plus. Cet auteur n'intervient pas sur le contexte, il ne provoque pas la situation. Il ne met pas sa victime dans un contexte de vulnérabilité. Non. Plutôt, il saisit un contexte qui met la jeune femme en vulnérabilité. Dans notre jargon, lorsque celle-ci est seule dans la cuisine, on dira qu'elle est dans une vulnérabilité situationnelle. Celle-ci est à distinguer de la vulnérabilité acquise qu'on va noter lorsque la victime est d'un âge jeune, qu'elle peut souffrir d'une déficience intellectuelle ou d'un handicap par exemple. Un autre élément instructif découle de cette observation. Pour saisir le moment pile où une potentielle victime va se trouver dans une vulnérabilité situationnelle, il est nécessaire que l'auteur se trouve, bien avant d'engager son passage à l'acte, dans un état de veille opportuniste. On peut parler aussi de préméditation. Ici, il fallait que l'auteur observe l'entrée de la maison depuis assez longtemps pour savoir qu'il n'y avait personne à l'intérieur, et sachant cela, qu'il pourrait se précipiter derrière la victime et l'attaquer sans hésitation. On peut imaginer que la victime possède des caractéristiques physiques qui pouvaient plaire à l'agresseur, comme on l'a évoqué plus haut, mais rien n'empêche d'envisager qu'elle a juste eu la malchance de se rendre seule à la cuisine alors qu'il se trouvait à proximité en état de veille en attendant qu'une jeune femme seule se présente. En ce qui concerne sa stratégie, il s'agit de l'attaque éclair. Elle consiste à atteindre son objectif au plus vite en usant de la violence d'un corps à corps qui a été imprévisible pour la victime. On remarque à travers ce choix le souci de ne pas se faire prendre. Cette stratégie n'exclut pas toutefois que chez l'auteur, elle soit elle-même une source d'excitation, auquel cas l'attaque éclair serait à la fois un moyen et une fin. Sur la question du rapport de l'auteur avec sa victime, le degré de proximité entre les deux apparaît très faible puisqu'ils ne se connaissaient pas. À peine la victime l'avait-elle aperçu avant l'agression. Or on sait que moins il y a de lien entre l'auteur et sa victime, plus il y a de violence dans le passage à l'acte. Cela car l'agresseur doit bien trouver un moyen de prendre l'ascendant sur sa victime au moment de l'agression. A l'inverse, lorsque le lien de proximité est élevé, l'auteur a tendance à privilégier la manipulation et l'emprise mentale pour neutraliser sa victime. Ici, l'attaque apparaît brève et violente, ce qui produit le plus souvent un effet de sidération sur la victime. Cela se traduit par une impossibilité à se défendre sur le moment et dans l'après provoque des trous noirs sur le plan mnésique, de la confusion sur le déroulé et des troubles perceptifs et sensoriels. À la sortie de cet effroyable épisode, la victime, abandonnée en plein état de choc, ne peut que saisir l'extrême mépris que lui adresse l'auteur. Cette ultime violence envers la victime apparaît si marquée qu'elle ne peut qu'être voulue par l'auteur.
Ainsi, vous pouvez sans doute mieux cerner maintenant en quoi l'aspect elliptique de la narration témoigne de la violence psychique infligée volontairement à la victime. Comme je l'évoquais plus haut, la narration de la victime en dit déjà long sur l'auteur. Reprenons un peu maintenant cette notion de veille opportuniste. L'homme attendrait qu'un contexte idéal se mette en place pour lui permettre une attaque éclair, mais aussi quitte sans doute à ne pas agresser. Cela indique deux choses. D'une part, cet homme investit en priorité sa sécurité, son image de personne bien sous tout rapport. Il apparaît à ce titre clivé, une face publique très lisse qui cache une part sombre, d'autant plus secrète que la face publique est surinvestie. Il pourrait investir tant son apparence qu'il en devient insoupçonnable. Il peut en jouer, car ceux qu'il côtoie ne pourront sans doute pas admettre que ces deux facettes puissent appartenir au même homme. D'autre part, l'attaque éclair, donc cette situation de viol sans contact avec la victime, comme si elle était réduite à l'état de choses, pourrait être son ultime fantasme, le seul moyen, ou peut-être le plus efficace pour lui, d'atteindre la jouissance, et probablement un sentiment de toute-puissance. Chaque passage à l'acte pourrait être une occasion de boursoufler sa confiance en lui, au point d'en devenir arrogant. Attendre le moment où la victime sera isolée est une attitude donc opportuniste qui témoigne d'une parfaite maîtrise de ses pulsions. Ce double visage, une facette en contrôle et une autre violente et brutale, met en évidence une personne manipulatrice qui triche sans doute dans toutes ses relations. Comme je vous le disais plus tôt, il ne crée pas les circonstances, il les observe se mettre en place et les saisit. Si le risque est trop grand, il peut renoncer sans être tiraillé par la frustration, parce qu'on le voit, préserver son image domine ses préoccupations. Nous pouvons en déduire qu'il a parfaitement conscience des interdits, de la gravité de ses actes et du risque qu'il prend, notamment pour son image. En observant son type de passage à l'acte, il ressort également que cet homme maîtrise la psychologie de sa victime. L'attaque surprise crée presque systématiquement la sidération chez la victime, un véritable état de choc. Et justement, plongée dans cet état de choc, la victime est incapable de se défendre. Autre avantage de l'attaque éclair, c'est que la brièveté du passage à l'acte limite le risque de se faire surprendre. Donc une des préoccupations majeures de l'homme en question. Pour conclure sur cette analyse, maîtrisé et effronté, ce viol n'est très probablement pas une première agression. L'auteur n'ayant pas été inquiété sur ces faits, on peut craindre également qu'elle ne soit pas sa dernière. Rien ne s'est produit suite au passage à l'acte qui le ferait douter de sa maîtrise. Son agir soudain, sans scrupule et violent, signe une arrogance certaine. Il veut s'approprier et détruire ce qui a suscité un désir en lui, tout en éprouvant le plus grand mépris pour sa victime. Il s'agit d'un individu narcissique, sans considération pour autrui, et qui fonctionne dans son agir transgressif comme un enfant roi, du type « je veux, je prends, et ensuite je casse le jouet car rien n'existe après moi ». Rien de certain, mais je ne pense pas qu'il s'intéresse à la souffrance de sa victime, comme peut le faire une personne perverse qui, elle, entretiendrait une forme de proximité avec cette dernière pour s'enorgueillir des effets destructeurs observables. Ici, il me semble qu'on est plus dans la vengeance, d'avoir suscité un désir peut-être, ou un extrême mépris, plutôt que dans la jouissance perverse. Enfin, pour conclure, il me semble envisageable que cet homme n'agresserait que dans les contextes animés, de groupe, et sur des inconnus. C'est une équation qui est favorable au sentiment de toute puissance, certainement, et puis dans ce scénario, sa stratégie d'attaque violente contraste tellement avec le contexte animé et peuplé que ça lui fait une bonne protection. En effet, les premiers réflexes de ceux qui en seraient informés seraient évidemment de considérer que ce n'est pas possible, quelqu'un aurait remarqué quelque chose, cela paraîtrait trop gros par rapport à ce que cet homme donne à voir de lui, a priori quelqu'un qui est séducteur et plutôt attentionné, et par rapport au contexte. On n'envisage pas que dans un contexte plutôt amical, jovial, il puisse y avoir des actes d'une telle violence qui passent complètement inaperçus.
Let go your superstitions and your silly conspiracy theories. This is real, goddammit. This is real and you are part of it. Whether or not you accept it, you are part of it. Comme promis, nous allons maintenant aborder une notion de psychocriminologie que je vais mettre en lien avec le cas. Il s'agit pour cet épisode des choix rationnels. Ça correspond à des éléments très parlants pour développer une analyse. Les choix rationnels englobent les décisions, les actes et les choix pris par un agresseur selon une logique coût-bénéfice. Ça fait partie du champ des décisions conscientes. Leur analyse s'avère fondamentale en ce qu'ils nous renseignent sur le risque de récidive, aussi appelé la dangerosité. En proie à leur déviance sexuelle, les agresseurs poursuivent des motivations irrationnelles, cependant que leurs agissements suivent une perspective rationnelle qui leur est propre, c'est-à-dire qu'ils sont bien obligés de s'adapter à une certaine réalité, dans la mesure où ils sont capables de percevoir la réalité. Ainsi, un fait de viol nous informe sur ce que l'auteur a choisi de faire ou de ne pas faire pour maximiser son bénéfice et minimiser les risques associés à la commission de son crime. Dans l'histoire que je vous ai racontée, l'auteur a décidé de rester dans l'observation, de ne pas aborder la victime. Il a décidé qu'ils seraient des inconnus et resteraient des inconnus l'un pour l'autre. Il a décidé qu'il ne lui parlerait pas. Et même lorsque sa tentative sur le plan de travail a échoué, il n'a pas échangé avec la victime. Il est resté en contrôle et a trouvé une solution à son problème en basculant sa victime au sol. J'évoque les choix rationnels dès le premier épisode car c'est une notion très utile. En effet, pour construire notre analyse, on va devoir à chaque fois les relever et les interpréter à partir de ce qu'on peut cerner des attitudes de l'homme et des contraintes liées au contexte. Il convient aussi de les distinguer des motivations irrationnelles qui, elles, sont davantage à déduire des connaissances héritées de la psychanalyse. Malheureusement, la psychanalyse est une approche parfois décriée en psychothérapie. Personnellement, je ne la pratique pas car elle ne correspond pas à ma personnalité. Je préfère être davantage dans l'interaction, mais c'est une approche sur notre fonctionnement psychique d'humain qui a su depuis très longtemps développer un corpus de savoir très riche et très fécond quand il s'agit de questionner en profondeur les troubles et la dimension symbolique du psychisme humain. Pour illustrer cette notion des motivations irrationnelles à partir de notre cas, je vous propose de me suivre sur l'hypothèse d'un passage à l'acte par vengeance. Je l'ai à peine abordé plus haut pour avoir l'occasion sur ce point d'y revenir. Pour commencer, vous allez me dire que ce motif apparaît absurde entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui n'ont aucun lien entre elles à part celui d'être invitées à l'anniversaire d'une connaissance commune. Vous me direz, mais de quoi l'auteur voudrait-il se venger ? Cette jeune femme ne lui a rien fait, ils ne se connaissent même pas. Eh bien justement, cette situation illustre parfaitement l'aspect irrationnel des motivations qui peuvent conduire au viol ou au passage à l'acte violent. Irrationnel signifie qu'il n'est pas dans la raison, que ce n'est pas adapté à la réalité. Et justement, l'univers mental d'une personne n'est pas obligé d'obéir aux lois du réel. Si on le souhaite, on peut même se construire une autre réalité sans convaincre. Parce que le contenu de notre mental est subjectif et mouvant. Il est constitué des leçons de nos expériences passées, de notre fantasmagorie, de nos désirs, même parfois inavouables, et encore bien d'autres choses. Et ici, c'est la logique intrapsychique, celle de nos névroses, de nos conflits intérieurs qui mène la danse, pas le rationnel. Aussi, revenons-en à notre observateur opportuniste. La psychanalyse a pu mettre en sens que dans la logique intrapsychique d'une personne aussi narcissique et dominante que ce jeune homme semble l'être dans son agir, éprouver un désir sexuel puissant pour une femme ou un autre homme peut être vécu comme une atteinte à sa supériorité, une mise en rivalité, un danger. En effet, mettez-vous dans la situation, lorsqu'on éprouve du désir, un désir fort pour quelqu'un, on se sent plus vulnérable que lorsqu'on est détaché des autres, insensible. Et c'est peut-être de ce ressenti insupportable de vulnérabilité que l'auteur pourrait vouloir se défendre.
C'est peut-être de là que vient toute sa violence envers sa victime. La psychanalyse nous a éclairé et démontré qu'un homme avec un grand H pourrait déduire de son désir, sans doute de manière inconsciente toutefois, qu'il est dominé, que celle ou celui qui l'a suscité cherche à le dominer. Maintenant, il faut préciser, je vous évoque tout ça pour illustrer des notions, mais tant que cet homme n'a pas été expertisé, le motif de la vengeance n'est qu'une hypothèse pour tenter de mettre en sens, d'expliquer les motivations du passage à l'acte, la violence et l'immense mépris qu'on peut observer dans son agir par rapport à la victime. Je pense aussi qu'il y a du mépris dans le fait qu'il n'est jamais entré en communication. Je parlais de contact, mais c'est plutôt de communication avec la victime. Donc le mépris est déductible de l'agir, des choix rationnels, mais il est impossible d'aller plus loin dans l'analyse sur l'aspect de la motivation par vengeance. Pour cela, il faudrait accéder à l'univers mental de l'auteur, s'entretenir directement avec lui. Donc vous voyez, quand on relève ces éléments-là, les uns après les autres, ça nous indique vraiment des éléments de la psychologie de l'auteur. Pour en finir sur cette notion, les choix rationnels vont nous renseigner sur un certain nombre d'éléments de la psychologie de l'auteur. Donc en particulier sur sa motivation, sur le niveau d'implication qu'il souhaite avec la victime, sur la manière avec laquelle il a préparé le crime ou pas, sur le processus du passage à l'acte et sur les stratégies pour ne pas se faire prendre, pour en citer quelques-uns. Voilà, on arrive au terme de ce premier podcast, auteur de violences sexuelles derrière le masque. Il n'y aura pas de questions pour celui-ci parce que je n'ai toujours pas mis en ligne les premiers éléments, donc ça attendra. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. This is real, goddammit. This is real and you are part of it. Whether or not you accept it, you are part of it.